C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le candidat Andra Zouel reste en première position dans les 6 provinces de Madagascar, d'après les tendances publiées par la CENI à 15h30. La province de Toliara a enregistré le taux de participation le plus élevé avec 64,61% lors de cette présidentielle. Les détails. Selon les tendances générales des résultats publiés par la CENI à 15h30, les provinces de Toliara et de Fianarantsoa ont le taux le plus élevé de participation avec 64,21% à Toliara et 55,06% à Fianarantsoa. Ci-après donc les résultats pour chaque province. Pour la province d'Antananarivo, 2 18 173 inscrits votants, 634 164 blancs, 20 913 nuls, 19 992 suffrages exprimés, 593 259 avec un taux de participation de 31,42%. Le candidat numéro 3, 361 761, soit 60,98%. Candidat numéro 5, 122 904 voix, 20,72%. Et le candidat numéro 13, 54 655 voix, soit 0,21%. Pour la province d'Antsiranana, 1375 bureaux de vote traités sur 1987. Inscrits, 584 237 votants, 279 454 blancs, 4 625 nuls, 6 895 suffrages exprimés, 267 934 taux de participation, 47,83%. Candidat numéro 3, 134 436, 50,18%. Candidat numéro 5, 19 147, 7,15%. Et numéro 13, 33 545, 12,52%. Pour Fianarantsoa, 2430 bureaux de vote traités sur 5210, inscrits, 1 041 061, votants, 573 181, blancs, 15 821, nuls, 19 872, suffrages exprimés, 537 488, taux de participation, 55,06%. Candidat numéro 3, 376 552, 70,06%. Numéro 5, 36 488, 6,79%. Et numéro 13, 63 954, 11,90%. Pour la province de Mazang, 1877 bureaux de vote traités sur 3692. Inscrits, 717 177. Votants, 325 993. Blancs, 6 687. Nuls, 7 625. Suffrages exprimés, 311 681. Taux de participation, 45,46%. Candidat numéro 3, 162 994, 52,30%. Numéro 5, 58 942, 18,91%. Et numéro 13, 33 887, 10,87%. À Tuamasin, 2276 bureaux de vote traités sur 3882. Inscrits, 989 841. Votants, 469 442. Blancs, 12 952. Nuls, 16 507. Suffrages exprimés, 439 983. Taux de participation, 47,43%.
Numéro 3, 282 557, 64,22%. Numéro 5, 47 218, 10,73%. Et numéro 13, 41 709, 9,48%. Et enfin, pour la province de Touliar, 1608 bureaux de vote traités sur 5763 inscrits, 482 930 votants, 310 102 blancs, 6136 nuls, 6491 suffrages exprimés, 287 476 taux de participation, 64,21%. Numéro 3, 165 875, 55,76%. Numéro 5, 20 089, 6,75%. Et enfin le numéro 13, 76 136, 25,59%. Une élection libre et transparente a eu lieu à Madagascar le 16 novembre, selon le rapport rendu ce jour par la CEMAC, ou Communauté monétaire de l'Afrique centrale. Tous les candidats ont participé au processus électoral selon les explications. La CEMAC est un témoin oculaire, elle dispose de preuves et peut vérifier le processus de vote selon toujours les explications. Sai Sylvain Nzaranjansu. 13 candidats ont pris part au scrutin du 16 novembre. Ceux qui pensent qu'il n'y a que 3 candidats se trompent, a indiqué la délégation de la CEMAC qui a suivi de près le scrutin. Ils sont enregistrés dans le bulletin unique et les citoyens ont voté pour eux. Ils ont donc participé à l'élection selon la CEMAC. Elle a également recommandé que la CENI instaure une charte de conduite afin de pouvoir prendre une décision en cas de désistement d'un candidat. Nous disons simplement que pour ceux qui pensent qu'à Madagascar, 3 candidats ont pris part à l'élection, ils se sont trompés. 13 candidats ont pris part. Parce que dès le départ, ils ont fait un consensus et nous avons recommandé en plus aussi que la CENI désormais doit avoir un protocole d'accord sur la ratification de la charte de bonne conduite. Ça voudra dire que si un candidat s'amène à la CENI pour être candidat et faire le tour en chemin, il doit être arrêté. Là, il est hors la loi. Et dans aucun État, vous ne pouvez fonctionner hors la loi parce que nul n'est au-dessus de la loi. La loi est universelle et c'est pour tous. Donc nous pensons que les élections qui se sont déroulées le 16 novembre sont crédibles, transparentes, libres et acceptées par tous. Et que la communauté internationale puisse retenir que les observateurs qui sont venus ici sont les seuls témoins oculaires à même de donner une impression qui soit justifiée et justifiable pour le scrutin du 16 novembre 2023 en République de Madagascar. Pour cet observateur, les citoyens ont respecté leurs droits et il n'est plus nécessaire de véhiculer de fausses informations sur le taux de participation. Les élections techniquement ont été très bien préparées et aussi bien acheminées par la CENI. Nous pensons qu'aucun électeur n'a pu voter parce qu'il n'y avait pas un bureau de vote disponible, parce qu'il n'y avait pas un matériel de vote disponible. Cela relève ici d'un grand satisfait pour tous les observateurs qui se sont accordés d'ailleurs toutes les missions pour dire que le travail a été parfaitement fait par la CENI. Et aussi nous remercions également l'ensemble du peuple malgache qui croit à la démocratie malgache et qui sont sortis en bon nombre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du taux de pourcentage, je dirais simplement que c'est encore une fantaisie de la part de ceux qui sabotent nos États. Parce qu'en principe, tout citoyen conscient qu'il est citoyen doit remplir son devoir citoyen, c'est d'aller voter et de permettre que le jeu démocratique continue à vivre dans nos États. Et c'est ce qui s'est passé à Madagascar. La CEMAC a également souligné le renforcement de formation des délégués et des agents dans les bureaux de vote pour les prochaines élections. Elle a également insisté sur l'utilisation des tablettes et des smartphones par des gens compétents pour accélérer la publication des tendances.
Et plus de 30% des SRMV ont rapporté les procès-verbaux auprès de la CENI. D'après les informations qu'on a reçues, ceux d'Antananarivo ont tous été remis à la CENI. À noter que ces SRMV refont le comptage des voix, vérifient et émettent une statistique. Ils n'ont pas le droit de modifier les voix, toujours selon les explications. Saï Sylvain, Zahra Djansou, toujours. Le 6e arrondissement était le premier à remettre les procès-verbaux auprès de la CENI dans la nuit du samedi à dimanche. Les SRMV ont commencé à recevoir ces procès-verbaux la nuit du scrutin. Depuis, ils ont recompté les voix, vérifié ceux inscrits dans les PV et font des statistiques. Ces SRMV remettent à la CENI une enveloppe scellée et qui ne peut être ouverte qu'une fois arrivés sur place. Cette enveloppe contient le procès-verbal des résultats de l'élection, plus la feuille de dépouillement contenant le nombre de voix obtenues par chaque candidat, la liste électorale et bien d'autres documents précieux. Ces documents seront utilisés par la CENI pour vérifier les résultats selon les informations et également pour publier la tendance des résultats. Les SRMV ont 5 jours à compter de la réception des PV pour les traiter. La loi ne les autorise pas à modifier les résultats, mais le service de dépouillement des votes peut envoyer un relevé de toute inexactitude qu'il pourrait remarquer. Pour ceux d'Antananarivo, la livraison des PV a pris fin hier soir. Et puis le député Nev Raoldine et son épouse ont invité les membres du parti TGV dans le 5e arrondissement à ne pas se laisser manipuler par les semeurs de troubles, ni d'écouter les rumeurs selon lesquelles les cartes orange du TGV sont des cartes bancaires ou qu'on peut retirer de l'argent auprès des QG. Il a également annoncé que la distribution des cartes en tant que membre de TGV se poursuit car le parti prépare sa base et que ce n'est pas uniquement pour les élections qu'il faudrait devenir membre du parti. Par la même occasion, il a remercié les membres et les a encouragés à attendre dans le calme les résultats du scrutin. Et la saison des croisières débute également. 6 bateaux de croisière sont déjà prévus pour faire escale à Mazang d'ici la fin de l'année. L'arrivée de ces paquebots apporte un dynamisme pour le secteur du tourisme dans la grande île, notamment pour l'économie locale. Fajesena Mirai. Le bateau de croisière Champlain est prévu pour faire escale à Mazang le 24 novembre prochain. Durant cette escale dans la Cité des Fleurs, les touristes visiteront les sites qui font la renommée de cette localité. La saison des croisières est ouverte depuis le début de ce mois de novembre pour l'année 2023-2024. Dans le canal de Mozambique, la saison a débuté le 9 novembre avec l'arrivée du luxueux paquebot SH Diana qui a accosté au port de Majanga. À son bord se trouvaient 112 passagers, dont plus de la moitié ont exploré la Cité des Fleurs et ses sites enchanteurs, notamment le lac Sacré et le Cirque Rouge. Ce paquebot a ensuite poursuivi son voyage pour atteindre Morundava et Tuléar. De l'autre côté, Vasco da Gama a inauguré la saison du côté de l'océan Indien, précisément à Tolagnar le 15 novembre, apportant ses 510 passagers. Ainsi, la saison de croisière s'annonce prometteuse pour Madagascar. Il faut savoir que l'arrivée de ces paquebots apporte un dynamisme pour l'économie locale et profite à tous les acteurs économiques, à savoir les loueurs de voitures, les artisans ou encore les guides touristiques. De plus, il est espéré que l'arrivée de ces bateaux de croisière améliorera le secteur du tourisme à Madagascar. Côté sport, Madagascar remporte 3 points et se retrouve provisoirement 3e du groupe I des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 grâce à sa victoire sur le score de 3-0 hier face au Tchad. Le résultat du match entre les Comores et le Ghana déterminera la position de Madagascar dans le classement du groupe lors de cette 2e journée. Anza Radzonaravelu. La rencontre entre le Tchad, vêtu de jaune, et les Paris de Madagascar en vert s'est déroulée au stade de Oudja, Maroc, hier soir, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Madagascar met la pression sur son adversaire dès le début du match.
Les barrés de Madagascar sont récompensés avec un but de Ndiv Rakoudar Malal sur une tête piquée à la suite d'un centre de Romain Métanir à la 10e minute de jeu. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-0 lors de la première mi-temps. Quelques changements ont eu lieu lors de la deuxième mi-temps. Dorian Bertrand cède sa place à El Adari Rairnien à la 67e minute. Le joueur de Saint-Michel illumine la fin de partie avec 2 passes décisives dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Divarakutar Malal à la 84e minute et Loïc Lapoussin au début du temps additionnel corse l'addition. Ainsi, le score final de ce match entre Madagascar et le Tchad a été de 3-0. Les barrés de Madagascar ont bien réagi suite à cette défaite imméritée dans les dernières secondes de la rencontre face au Ghana à travers cette victoire, déclare le coach Roro. Avec les 3 points, Madagascar occupe provisoirement la 3e place avant la rencontre entre les Comores et le Ghana. Avec 4 points, le Mali reste en tête du groupe après son match nul contre la Centrafrique qui gagne son premier point. Les éliminatoires de la Coupe du Monde reprendront l'année prochaine. En effet, les 3e et 4e journées ont été fixées entre le 3 et le 11 juin selon le calendrier établi par la FIFA. Dans les actualités internationales, à Little Arabia, un quartier de la ville californienne d'Anaheim, où vit une importante communauté arabo-américaine, le soutien infaillible des élus américains à Israël dérange. Cathy Porter, l'élu démocrate du district, refuse notamment d'appeler à un cessez-le-feu au risque de perdre une partie de son électorat aux prochaines élections. France 24. Le décor est certes californien, mais les liens avec le Moyen-Orient sont bien visibles. Little Arabia est un quartier où l'on revendique ses racines. À des milliers de kilomètres du conflit entre Israël et le Hamas, le soutien aux Palestiniens s'affiche fièrement. Car beaucoup sont eux-mêmes immigrants, comme Hassem Aboussir, propriétaire d'un café qui propose un dessert traditionnel. 1, 2 et 3. Le knafé, fabriqué selon la recette de Naplouse en Cisjordanie, là où Hassem a encore de la famille. Moi, ma femme et mes enfants qui sont nés ici, on se couche en regardant les informations. Et quand on se réveille, on regarde les informations. Quand j'ai un cousin qui ne répond pas au téléphone ou ne répond pas à un message, on s'inquiète, on imagine le pire, on se demande ce qui leur est arrivé. À côté de son travail, Hassem passe l'essentiel de son temps à prendre des nouvelles d'un cousin qui vit à Gaza. Hier, il m'a envoyé un message disant qu'il avait marché 20 km pour trouver de la farine pour faire du pain pour ses enfants. Pour beaucoup ici, le soutien sans faille de Washington à Israël est difficile à vivre. À un an de la prochaine présidentielle, ces manifestants se réunissent chaque semaine depuis le début du conflit pour faire pression sur les élus locaux. Si vous regardez les résultats des dernières élections, beaucoup d'Arabo-Américains ont voté pour les démocrates et on se sent trahis. Nous sommes prêts à voter aux prochaines élections et nos votes seront en fonction des choix qu'ont fait ces politiciens. L'élu démocrate de ce district, qui inclut Little Arabia, refuse d'appeler à un cessez-le-feu. C'est pourtant en partie grâce au vote de la communauté arabo-américaine qu'elle a obtenu son siège, jusqu'ici acquis aux républicains. Ce sont nos impôts qui financent ça. Ce n'est pas complètement hors de notre contrôle. Nous sommes malheureusement liés à ce qui se passe de façon directe. Alors que selon les sondages, environ 2/3 des Américains sont en faveur d'un cessez-le-feu, à ce jour, seule une vingtaine d'élus au Congrès soutiennent ouvertement cette position. Et le PASTEF, ou parti d'Ousmane Sonko officiellement dissous, a désigné Bassirou Diomaye Faye comme son candidat à la présidentielle. Selon leur communiqué, Ousmane Sonko lui-même a entériné ce choix au lendemain d'un jugement de la Cour suprême qui réduit encore plus ses chances d'être candidat. Le PASTEF joue donc la sécurité en offrant un plan B. Après la désignation de Bassirou Diomaye Faye comme alternative à Ousmane Sonko, ces militants sont déjà sur le terrain pour recueillir des parrainages de citoyens. Il faut au minimum 45 000 parrains pour chaque candidat pour participer à la présidentielle. Yaya dirige les opérations, il est enthousiaste. Nous avons confiance à atteindre au minimum
2 millions de parrains en tout cas. Chez les responsables de la formation politique, on tient à apporter une clarification. Bassirou Diomaye Faye n'est qu'une option parmi d'autres. La candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle, menacée par une procédure judiciaire, n'est pas totalement écartée. Bassirou Diomaye Faye va déposer son dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, il n'est pas encore le candidat officiel. Ousmane Sonko est toujours notre plan. Et nous mettons en place des stratégies parce que nous sommes en face d'un régime qui a pour seul objectif d'empêcher la candidature du président Ousmane Sonko et d'anéantir Pastef. Bassirou Diomaye Faye, le dauphin d'Ousmane Sonko, est lui aussi en détention depuis 7 mois pour notamment diffusion de fausses nouvelles. La stratégie du Pastef, parti dissous par le gouvernement au mois de juillet, présente des risques selon cette analyse politique. Beaucoup des militants ont un attachement quasi viscéral à la personne d'Ousmane Sonko, qui a beaucoup de charisme. Tout le challenge, au-delà des obstacles juridico-politiques qui se dressent en face de Bassirou Diomaye Faye, ce sera de voir est-ce que la popularité de Ousmane Sonko est transférable à Bassirou Diomaye Faye. La liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle sera publiée le 20 janvier par le Conseil constitutionnel. Et pour terminer, alors que l'Ukraine fête mardi les 10 ans de la révolution de Maïdan, plusieurs bonnes nouvelles sont tombées ces derniers jours. Il y a eu d'abord l'avancée de troupes ukrainiennes sur la rive gauche du Dniepr, occupée par l'armée russe. Puis la visite surprise du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lundi à Kiev, pour assurer les Ukrainiens du soutien durable des États-Unis. France 24. Pour un point complet, on prend la direction de Kiev et notre correspondante. Bonjour Emmanuel Chaz. Emmanuel, tout d'abord, où en est le conflit à l'approche de l'hiver ? Bonjour Damien, eh bien c'est vrai que ça fait quelques jours qu'il y a eu des bonnes nouvelles du côté de Kiev. Vous avez mentionné ces progrès du côté de la rive occupée du fleuve Dnipro. Ce sont des bonnes nouvelles tout simplement parce que cela faisait des mois que les troupes ukrainiennes tentaient de traverser le fleuve. On avait vu à plusieurs reprises des incursions de l'autre côté sans que les troupes ukrainiennes puissent s'établir sur la rive occupée du fleuve. C'est important car désormais des deux côtés, du côté ukrainien et du côté russe, on admet qu'il y a des têtes de pont ukrainiennes de ce côté et que l'armée ukrainienne se maintient de ce côté du fleuve. C'est important car si effectivement l'armée ukrainienne peut passer plus de troupes, peut placer plus d'équipements de ce côté du fleuve, eh bien ça veut dire que les troupes russes vont y être en difficulté. Je pense notamment à la ville de Kherson qui se trouve à environ 35 km de là où ces têtes de pont se trouvent. La ville de Kherson est constamment bombardée, quotidiennement bombardée par l'artillerie russe qui se trouve juste en face de l'autre côté du fleuve. Donc évidemment, si ces troupes russes se trouvent en difficulté, eh bien ça peut vouloir dire un peu de soulagement pour cette ville de Kherson qui pourra peut-être être un peu moins pilonnée comme elle l'est ces derniers moments. Donc ça, c'est pour le côté terrain. Vous avez mentionné cette visite du secrétaire à la défense américaine Lloyd Austin hier à Kiev. C'était une visite très attendue. C'était une visite qui arrive au bon moment, au moment où l'Ukraine se demande si l'aide internationale, si l'aide de ses alliés occidentaux va continuer. On a entendu ces derniers jours Volodymyr Zelensky dire qu'il y avait eu moins d'aide apportée. Donc ces 100 millions de dollars d'aide militaire, ils tombent à point nommé pour Kiev. Bonjour Emmanuel, ce mardi, l'Ukraine commémore le 10e anniversaire de la révolution du Maïdan, un soulèvement pro-européen face au pouvoir pro-russe qui a toujours, bien sûr, des conséquences aujourd'hui. Absolument, puisque cette révolution qui a eu lieu, qui a commencé le 21 novembre 2013 ici à Maïdan, où je me trouve, eh bien, c'est ce qui a servi de prétexte à la Russie finalement pour envahir l'Ukraine dès 2014, qui a annexé la Crimée en 2014. Je me trouve ici sur la place de l'Indépendance. C'est là où des centaines de personnes s'étaient réunies donc le 21 novembre 2013 pour protester
manifesté contre le retrait, la suspension des négociations sur l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine par le gouvernement de Yanukovych, Viktor Yanukovych, un gouvernement pro-russe qui avait commencé par des manifestations pacifiques de quelques centaines de personnes, eh bien, a été réprimé par la force, a été réprimé dans le sang. C'est ça qui a conduit des dizaines de milliers d'Ukrainiens à se rendre dans la rue à ce moment-là. Entre novembre 2013 et février 2014, ils ont été des centaines de milliers en février 2014 à se réunir ici. 108 personnes avaient perdu la vie à ce moment-là. Ce sont des gens qui sont commémorés ici sur la place de l'indépendance. À ces 108 Ukrainiens morts pour l'indépendance de leur pays, eh bien, s'ajoutent des milliers qui se battent actuellement sur la ligne de front pour défendre cette même indépendance. Donc aujourd'hui, une journée très spéciale pour les Ukrainiens. On ne verra pas de grands rassemblements pour ces commémorations en raison de la situation. Nous sommes toujours dans une guerre qui concerne l'ensemble du territoire ukrainien. En revanche, tous les Ukrainiens penseront à ce jour très spécial ici en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Ouprasam Manana sera avec vous à partir de demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.